Cette communication, c'est un hommage au professeur Ibriga qui m'avait contacté avant sa disparition pour que je puisse venir commémorer cette journée du 3 janvier qui finalement a été reportée. Voilà, c'est l'occasion pour moi de lui dire merci pour toute la formation qu'il m'a donnée depuis ma première année de droit jusqu'à ma thèse de doctorat. Et pour la petite histoire, il m'a encadré dans le cadre de mes différents mémoires de fin d'études, notamment le mémoire de maîtrise que j'ai réalisé sur la résurgence des coups d'État en Afrique. Et ensuite, le mémoire de 2A en droit public et sciences politiques sur l'armée et la politique au Burkina Faso. Donc c'est dans la continuité de tous ces travaux que j'ai eu à faire que j'ai aussi travaillé sur le contrôle politique de l'armée au Burkina et au Sénégal. Et il a toujours été là pour me suivre, me donner des conseils, tant sur le plan privé que dans la vie professionnelle. Donc c'est un hommage que je lui rends à travers cette communication. C'est aussi un honneur pour moi de partager la tribune avec le professeur Mamadé Sabadoro, qui m'a tenu aussi lorsque je faisais le 2 en droit public et sciences politiques. Merci professeur pour également tout ce que vous m'avez apporté. Pour venir au thème de cette journée, on peut commencer par dire ceci. Le 30 septembre 2022, le Burkina Faso a renoué avec le crépitement des armes, non pas pour faire face à une éventuelle attaque terroriste, mais parce que des acteurs majoritaires du 24 janvier 2022 ont décidé de revenir à la charge pour, selon eux, rectifier la trajectoire. Donc, on a le MPSR 2, qui vient sonner sur le clave du MPSR 1. Dans tous les cas, c'est encore le MPSR qui est là. Le coup d'État est redevenu une tradition au Burkina Faso après l'épisode de 2015 qui a permis au général Diendéré et son unité de RSP d'exercer brièvement le pouvoir avant d'être chassé du pouvoir grâce à une synergie d'action entre une partie de l'armée et le peuple. En 2014, nous savons aussi que le Burkina Faso a enregistré 2 coups d'État avant que ne se mette en place une transition civilo-militaire. Et il faut savoir que le Burkina n'est pas une exception dans la sous-région, parce que la résurgence des coups d'État est une réalité. Alors on peut citer par exemple le Mali, avec le coup d'État d'Assimi Goïta en 2020, qui sous la contrainte a cédé le pouvoir à un président civil avant de revenir à la charge encore pour faire un putsch en 2021. Pour reprendre, bien entendu, ce qu'on peut qualifier comme étant sa chose. Au Niger, on a aussi enregistré une tentative de coup d'État le 31 mars 2021. Nous avons aussi le cas de la Guinée, avec le colonel Mamadi Doumbouya, qui le 5 septembre 2021 évince Alpha Condé du pouvoir. Et tout récemment, le 20 décembre 2022, on enregistre une tentative de coup d'État en Gambie. Bon, c'est-à-dire moins d'un mois. Donc, comme on peut le voir, la région des coups d'État, c'est une réalité. Alors, d'où le thème soumis à notre analyse dans le cadre de ces commémorations, la résurgence des coups d'État dans la sous-région ouest africaine et ses enjeux, quelle perspective pour les peuples. Mais avant de dérouler le fond de ma pensée, permettez-moi de faire quelques éclaircissements conceptuels. Le coup d'État n'est pas une insurrection. L'insurrection, c'est un soulèvement populaire contre un régime en place, au pouvoir. Et en fonction de l'issue, l'insurrection peut s'estomper en restant au cadre d'émeutes ou déboucher sur un renversement du pouvoir en provoquant un coup d'État ou en entraînant une révolution. Et la révolution suppose l'action des masses orientée par une idéologie et bouleversant l'ordre social. La révolution est, je cite, un changement interne à la fois rapide, fondamental et violent dans les valeurs et les mythes dominants d'une société, dans ses institutions politiques, dans sa structure sociale, dans ses dirigeants, ainsi que dans les activités et les politiques de son gouvernement. Fin de citation. Donc, comme on peut le constater, le coup d'État n'est pas une révolution. Le coup d'État, c'est une prise du pouvoir de l'intérieur du système sans passer par les voies constitutionnellement prévues. 3 critères cumulatifs peuvent être pris en compte pour, bien entendu, parler du coup d'État.
Déjà, son origine, c'est le fait de personnes qui font partie du système du gouvernement ou qui occupent des fonctions civiles ou militaires. C'est pourquoi c'est avant tout un acte violent d'une partie des pouvoirs contre l'autre. Le second critère, c'est l'aspect de la durée. Le coup d'État se caractérise par sa soudaineté, par son caractère brusque. Le troisième critère que nous pouvons identifier, c'est la portée du coup d'État. Par rapport à sa portée, les effets ne remettent pas en cause le corps social ni l'ordre social, mais plutôt la Constitution, la forme constitutionnelle de l'État et le gouvernement. Et généralement, ce sont les militaires qui sont des agents de l'État qui font les coups d'État, car c'est le corps qui dispose de ressources coercitives qui, en principe, sont mises à leur disposition pour protéger les institutions, pour protéger le peuple. Mais ce sont ces ressources-là qui sont retournées contre les institutions et contre le peuple. C'est la raison pour laquelle ce sont eux, les militaires ou les forces de défense et de sécurité, qui généralement disposent de ces ressources-là pour faire des coups d'État. Mais il faut savoir aussi que de plus en plus, il y a aussi une certaine catégorie de coups d'État qui existent, qu'on considère comme étant les coups d'État constitutionnels. Voilà. Cela ne renvoie pas à la prise du pouvoir par les armes, mais ce sont les remises en cause de l'ordre constitutionnel orchestrées par une partie de l'appareil étatique, à savoir cette fois-ci les dirigeants eux-mêmes. Voilà. C'est dans ce cadre-là qu'on voit les révisions de constitution et des instruments juridiques qui, pour la plupart du temps, visent à empêcher l'alternance au pouvoir. Dans le cadre de notre propos, nous allons nous limiter aux coups d'État militaires, même si, quelque part, les coups d'État constitutionnels peuvent être des motifs d'intervention pour alimenter les coups d'État militaires. Donc, ici, comme je l'ai dit, ce sont les coups d'État militaires qui vont nous intéresser. Certes, le thème parle de perspectives pour le peuple, mais on ne peut pas dégager des perspectives pour le peuple sans chercher à savoir quelles sont les causes des coups d'État, sans chercher à identifier les conséquences ou les effets des coups d'État. C'est la raison pour laquelle notre communication sera structurée autour de 3 points. Le premier point nous amènera à identifier les facteurs qui alimentent les coups d'État. Le second point, les conséquences des coups d'État. Et le troisième point, les actions à entreprendre, c'est-à-dire les perspectives pour les peuples. En ce qui concerne le premier point, les facteurs des coups d'État. Dans ce point, nous allons évoquer 2 éléments. Le premier élément, ce sont les dispositions à intervenir que nous considérons comme étant les causes prétextes. Et le deuxième point va porter sur les causes réelles. En parlant des dispositions à intervenir, ici, il s'agit ici des terrains fertiles. Comme on le sait, il est difficile d'identifier toutes les dispositions à intervenir, toutes les dispositions pour faire des coups d'État. Parce que de manière générale, n'importe quelle raison peut être avancée pour justifier un coup d'État. Mais nous avons fait l'exercice de synthétiser ces motivations, ces dispositions à intervenir autour de différents points. À savoir déjà les crises socio-économiques. Lorsque nous parlons des crises socio-économiques, il s'agit ici de la faible performance économique des États africains, qui les amène souvent à se tourner vers la réduction des dépenses publiques, vers la réduction de la masse salariale, vers la réduction des effectifs dans les fonctions publiques, vers les privatisations, souvent aussi l'augmentation ou la création de nouvelles taxes pour renflouer les caisses de l'État. Et d'ailleurs, ce 3 janvier que nous sommes en train de commémorer aujourd'hui est parti aussi de cette volonté de renflouer les caisses de l'État en réalisant un abattement sur les salaires des fonctionnaires. C'était un abattement de 20% à l'époque. Mais il faut manipuler avec prudence actuellement cette proposition de vouloir prélever 1% des salaires pour éviter, des travailleurs bien entendu, pour éviter qu'une crise ne naisse déjà dans une situation de crise. Donc, pour poursuivre avec cette question économique, il faut savoir que la faible performance entraîne des mesures impopulaires comme j'ai eu à l'identifier tout à l'heure,
Et ces mesures ne font qu'accroître la paupérisation des peuples et réduire le niveau de vie. Donc il est donc possible que des broyes, des mécontentements puissent alimenter des velléités putschistes. Et il faut savoir aussi, lorsqu'on parle de paupérisation, si la paupérisation du civil peut être considérée comme un problème social, la misère d'un soldat en armes peut dégénérer en un défi politique propre à remettre en cause même la stabilité des institutions. Et on observe aussi que plusieurs fois il y a eu des mutineries concernant les revendications des primes, notamment des questions économiques qui ont finalement débouché sur des coups d'État. Ça, c'est le volet économique. À côté de ce volet économique, on peut aussi ajouter la survivance du néo-patrimonialisme. Lorsque les richesses ou les ressources de l'État ou du peuple sont utilisées à des fins privées, puisque ces ressources ne profitent pas au peuple, pas à l'État, mais à des clans. Et dans un tel contexte, il peut se développer au sein de la société d'autres mots comme la corruption, afin de permettre aux uns et aux autres de sortir de la misère. Donc on se retrouve ici dans ce qu'un auteur a qualifié de politique du ventre. Et cette politique du ventre, bien entendu, est aussi une motivation à agir par les forces de défense et de sécurité. Et n'oublions pas que face à ces situations, il peut y avoir des remous sociaux. Et souvent, face à ces remous sociaux, les autorités font souvent la sourde oreille ou dénient l'existence du problème. Donc, de déni en déni, la situation peut s'avérer catastrophique et déboucher sur les coups d'État dont nous parlons. À côté de cet aspect socio-économique, on peut aussi évoquer les crises politiques qui font le lit des coups d'État. On observe dans les pays qui ont connu les coups d'État ou qui font face aux velléités ou aux tentatives de coups d'État une crise de légitimité des gouvernements en raison de leurs ajustements qui visent parfois à empêcher l'alternance au pouvoir en vue de se pérenniser ou au regard de leurs pratiques autoritaires. Et pour parler justement du refus de l'alternance au pouvoir, cela nous amène ici à revenir encore sur les coups d'État constitutionnels qui avaient été évoqués en début de propos. Des coups d'État constitutionnels qu'on considère aussi comme étant des coups d'État de droit. Ces coups d'État de droit qui sont des formes de subversion de la Constitution, qui sont des formes de manipulation de ce qu'on appelle le pouvoir constituant dérivé. Et parfois, lorsque la révision de la Constitution est flagrante, certains dirigeants n'hésitent pas à changer carrément les constitutions pour remettre les compteurs à zéro. Ce sont des situations qu'on observe dans certains pays voisins. Et pour donner des exemples de coups d'État de droit qui ont entraîné des coups d'État militaires, on peut parler du cas du Burkina Faso en 2014, avec la tentative de modifier l'article 37, qui a débouché sur deux coups d'État. Le coup d'État du général Labéré d'abord, et ensuite celui du lieutenant-colonel Zida, parce que lorsque la Constitution prévoit des refonds constitutionnels et que ces derniers n'assument pas le pouvoir après la vacance, bien entendu, on se retrouve déjà dans des situations exceptionnelles. Et il a fallu une transition civilo-militaire pour, bien entendu, essayer de revenir dans une forme de constitutionnalité. Et il faut aussi savoir que la Guinée aussi a été victime de ces coups d'État de droit. Voilà. Et à côté de ces crises politiques, il faut aussi relever aussi les questions militaires elles-mêmes. Parce qu'il peut y avoir des revendications corporatistes au sein de l'armée. Il peut aussi y avoir des frustrations des militaires face à la gestion de la question sécuritaire. Et c'est ce qui a entraîné ou c'est ce qui a motivé en partie ou qui a été justifié comme étant les raisons des coups d'État que nous avons connus, aussi bien au Burkina Faso en 2022, les deux coups d'État en 2022, et aussi le coup d'État du Mali en 2020. À ces questions d'ordre interne, n'oublions pas aussi qu'il y a aussi l'instrumentalisation de l'armée. Parce que l'armée peut être instrumentalisée, ou les militaires peuvent être instrumentalisés afin de pouvoir asseoir un régime. Mais à force d'instrumentalisation, à force de politisation,
l'armée peut finalement finir par se retourner contre les dirigeants politiques, puisque de fait, c'est elle qui est le pilier. Alors pourquoi ne pas venir exercer directement le pouvoir à la place de ceux qui protègent? Donc cette instrumentalisation, cette politisation des forces armées est aussi une motivation. L'autre aspect aussi que nous pouvons évoquer comme étant les motivations ou les dispositions intervenues, ce sont les intelligences extérieures, les interventions extérieures, notamment l'intelligence avec les puissances extérieures qui peuvent utiliser des relais au sein des forces de défense et de sécurité afin de pouvoir alimenter les coups d'État. Bref, voici un ensemble de motivations intervenues que nous avons soulevées. Comme nous l'avons mentionné tout à l'heure, les causes ne sont pas exhaustives parce que n'importe quelle raison peut servir de justification. Et en évoquant ces différentes crises, la question que nous nous posons est de savoir, est-ce seulement en Afrique de l'Ouest, est-ce seulement en Afrique que ces crises-là surviennent? Absolument non. Lorsqu'on parcourt un peu l'histoire de beaucoup d'États, on se rend compte qu'il existe aussi des crises dans certains pays. Mais ces crises-là ne débouchent pas sur des coups d'État. L'idée même de faire un coup d'État n'apparaît pas. Alors, toutes ces motivations intervenues sont des prétextes. C'est la raison pour laquelle nous avons parlé de causes prétextes. Alors, il faut chercher les véritables causes des coups d'État qui sévissent dans la sous-région ouest-africaine. Ce qui m'amène ici à évoquer les causes réelles. Au niveau des causes réelles, il est important de soulever que les causes réelles, c'est le déficit de la gouvernance démocratique et la faible culture démocratique de manière générale. Parce que la plupart des pays africains, la plupart des pays ouest-africains trichent avec la démocratie pourtant consacrée dans leur constitution, et ce, sous le regard complice de leur population. Voilà. À l'examen de la plupart des constitutions, on se rend compte que les constitutions ont des aspects démocratiques, mais il existe un fossé entre ce qui est consacré par les textes et ce qui est véritablement pratiqué. On se retrouve avec des régimes constitutionnels sans régime démocratique. On se retrouve avec des sociétés illibérales qui, bien entendu, enferment leur population dans une impasse destructrice où entrent en conflit la légitimité et la légalité. Voilà. Et c'est dans cette réalité que baignent la plupart des pays victimes de coups d'État ou la plupart des pays potentielles victimes des coups d'État. Voilà. Ces coups d'État sont perpétrés, certes, contre les pouvoirs élus, mais ce n'est pas l'élection qui importe. C'est la qualité des élections. C'est la légitimité des élus qu'il faut regarder. Et comme nous l'avons mentionné, il existe une crise de légitimité, puisque souvent ces élections sont contestées, ou ces élections sont gagnées à travers des voix achetées en tant que telles. Et parfois, les opposants lassent d'attendre leur tour, incitent les forces de défense et de sécurité à, bien entendu, prendre leurs responsabilités, comme si le peuple n'était pas apte à prendre ses responsabilités. Et dans ce contexte de déficit démocratique, on observe aussi que les contre-pouvoirs institutionnels, tout comme les contre-pouvoirs sociétaux, ne fonctionnent pas du tout. Et le peuple, comme nous l'avons mentionné, ne prend pas ses responsabilités parce que nous avons une majorité qui préfère subir ou qui préfère jouer les spectateurs. Souvent, lorsque les coups d'État arrivent ou lorsqu'il y a des tentatives de coups d'État qui sont déjouées, il n'est pas rare d'entendre dire, je donne quelques expressions, on voyait venir. De la manière dont le pouvoir était géré, il était sûr qu'il devait avoir un coup d'État. Alors pourquoi on ne pense pas qu'il pourrait avoir une révolution? Pourquoi on ne pense pas que le peuple pourrait chasser le dirigeant? Et on pense directement que c'est le coup d'État qui devrait être la porte de sortie. Une fois que nous avons ce genre de réflexion, alors nous pensons qu'il y a absence de culture démocratique. Donc cette absence de culture démocratique-là ne fait qu'alimenter, bien entendu, les coups d'État, et c'est une cause majeure. Et ce déficit démocratique aussi se retrouve au sein de l'armée. Parce que lorsque nous regardons le modèle de contrôle de nos forces armées,
il est prévu ce qu'on appelle le contrôle démocratique des forces de défense et de sécurité, qui suppose que les forces de défense et de sécurité doivent être subordonnées à des autorités démocratiquement élues. Les forces de défense et de sécurité doivent être assujetties au contrôle de l'exécutif, du législatif, du pouvoir juridictionnel et même au contrôle sociétal, c'est-à-dire au contrôle du peuple. Mais ce que nous observons, ces mécanismes de contrôle démocratique sont dévoyés. Il existe plutôt un contrôle subjectif, c'est-à-dire un contrôle en vue de politiser les forces de défense et de sécurité. Et à défaut, lorsque le contrôle subjectif n'est pas fait et qu'on veut tout de même faire semblant d'appliquer le contrôle démocratique, mais c'est un contrôle démocratique formel. Parce que là où c'est la forme, on met le contrôle démocratique et après, on complète avec le contrôle subjectif. Donc, ce qui fait que l'armée va toujours devenir ici un danger tant qu'il n'y aura pas un véritable contrôle des forces de défense et de sécurité par des autorités elles-mêmes légitimes et démocratiquement élues. Bref, l'absence de culture démocratique, l'ineffectivité et l'inefficacité du contrôle des forces de défense et de sécurité constituent, à notre avis, les causes réelles des coups d'État qui sévissent dans la sous-région ouest africaine. Alors, quand il y a un coup d'État, il y a aussi conséquences. Et quelles sont les conséquences? Cela m'amène à évoquer le second aspect de cette communication. Comme nous le savons, les coups d'État ont un impact sur le cours de la vie politique. Dès qu'un coup d'État est réussi, les premières déclarations, c'est soit la Constitution est abrogée, soit la Constitution est suspendue. Et on se retrouve dès lors avec un pouvoir, pour reprendre les termes du professeur Ibriga, détenteur d'un pouvoir originellement illégal. Et cette expression a été utilisée dans sa contribution dans le numéro 4 de Akili de 2004, dirigé bien entendu ici par le professeur Mamadi Sababou. Au bouleversement de l'ordre constitutionnel s'ajoute aussi la remise des libertés, la remise en cause du moins des droits et libertés et la négation de l'équilibre des pouvoirs. Et de manière générale, dans les régimes d'exception, on assiste ici à une confusion arbitraire des pouvoirs au profit du seul exécutif ainsi créé. Donc il s'instaure de fait un État qu'on appelle un État de police, puisque la plupart du temps, si l'exécutif est dissous, notamment le gouvernement, si le législatif est dissous, notamment le Parlement, c'est vrai qu'on ne peut pas dissoudre le pouvoir législatif, mais la tendance est de souvent contrôler le pouvoir. On ne peut pas dissoudre le pouvoir judiciaire ou juridictionnel, mais la tendance est de pouvoir contrôler souvent ce pouvoir-là afin de régler les comptes aux dignitaires du régime déchu, voilà, ou instrumentaliser la justice. Voilà. On peut, bien entendu, dans cet aspect où il y a négation des droits, faire ressortir les arrestations arbitraires, c'est-à-dire sans fondement légal de certaines personnes déchues. On a observé le cas au Burkina Faso avec le président Roch, qui bien entendu était détenu. Et au Mali aussi, nous avons eu des cas avec les anciens dignitaires qui ont été détenus. Parfois, la raison évoquée, c'est de dire qu'on les détient pour assurer la sécurité. Mais tout ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont des détentions arbitraires. Et face à ces détentions arbitraires, on peut aussi mentionner la question des violences de toutes sortes qu'on peut enregistrer dans les régimes d'exception. C'est vrai que tous les coups d'État ne se font pas avec effusion de sang, mais il n'en demeure pas moins que la gestion du pouvoir se fait aussi souvent par les armes. Donc il y a réduction des libertés d'expression, puisque souvent les régimes militaires disent qu'ils veulent éviter le désordre. Et pour prendre une citation que nous avons mentionnée, le désordre signifie généralement, dans la phraséologie militaire, réflexion critique, expression d'opinions contradictoires, soulèvement populaire, manifestation hostile et surtout contre coup d'État. Donc on met tout ça sous le compte du désordre pour réduire les libertés. Voilà. Et il faut aussi savoir que les activités des partis politiques et des organisations de la société civile sont souvent aussi suspendues ou restreintes. Voilà. Et
comme nous l'avons mentionné, le pouvoir ayant été pris par les armes, c'est par les armes aussi qu'ils se défendent. Voilà, puisque les putschistes ne minimisent pas le risque de se voir renversé à leur tour. Voilà, tout comme l'a si bien affirmé un auteur, je cite, lorsqu'un militaire s'est emparé du pouvoir, ce qu'il a fait, 10 autres peuvent être tentés de le faire à leur tour, convaincus en outre que leur titre à agir est bien plus fondé. Félicitations. Donc on se retrouve ici dans une salle de coup d'état d'opérette, parce que chacun va aussi venir tenter sa chance pour voir s'il pourra aussi, bien entendu, s'approcher ou s'installer au pouvoir. À côté de bien entendu, de ces conséquences néfastes en termes de droits humains qui sont violés, il faut aussi mentionner l'instabilité économique et le défaut de financement. Voilà. Parce que lorsqu'il y a coup d'État, il y a instabilité économique. Et les investisseurs ne se bousculent pas pour investir dans une situation précaire. Donc du coup, cette instabilité économique vient accroître ici la crise économique déjà existante même avant le coup d'État. Voilà. Sans oublier aussi que la plupart des pays ouest africains bénéficient de subventions ou d'aides de la part de bailleurs de fonds qui, après les coups d'État, décident aussi de couper le robinet ou de fermer le robinet. Donc du coup, nous nous retrouvons dans les pays ou les régimes de coup d'État avec, bien entendu, des situations économiques encore plus désastreuses, puisque pas d'investissement et également pas de fonds. Pour les travailleurs aussi, il faut mentionner qu'il y a une remise en cause des acquis. Parce que parfois, il peut y avoir des discussions avancées avec les régimes précédents, et lorsqu'un coup d'État intervient, tout est arrêté. Il faut encore reprendre les choses à la base, ou parfois le nouveau pouvoir demande du temps pour connaître les dossiers avant de décider quoi que ce soit. Et là, c'est une remise en cause aussi des acquis, et cela, bien entendu, n'arrange pas aussi les travailleurs qui se battent régulièrement. À cela aussi, il faut ajouter le renforcement même de l'appareil militaire, parce que le coup d'État contribue à renforcer l'assise de l'armée au pouvoir. Nous avons fait l'expérience en 1966 et jusqu'à présent, nous sommes encore dans cette situation au niveau du Burkina Faso. Donc voici de manière générale le tableau sombre des conséquences des coups d'État. Mais c'est vrai que les régimes de transition peuvent être des fenêtres d'opportunité pour asseoir des réformes profondes. On peut mentionner par exemple le fait que l'ASE-LC a pris son envol ou a eu son blason redoré avec la transition de 2014, mais il faut savoir que ces cas-là sont rares. Les cas sont rares parce que la sincérité des acteurs n'est pas toujours au rendez-vous. Ce qu'on observe, c'est parfois la déception, puisque les acteurs de coup d'État ou les auteurs de coup d'État ont été aussi parfois des collaborateurs des régimes déchus. Voilà. Et il n'en demeure pas moins qu'ils puissent aussi reproduire les maux existants sous les régimes déchus. Voilà. Bien entendu, il y a encore ces questions de corruption, de néo-patrimonialisation du pouvoir, et des questions aussi de détournement. Et il y a tout un ensemble, bien entendu, d'éléments qui ne disparaissent pas après la survenance des coups d'État. On peut dès lors mentionner qu'il est problématique de considérer les coups d'État comme une solution, parce que le risque est grand que s'instaure un cercle vicieux s'il faut chaque fois recourir à l'armée pour qu'elle arbitre dans les crises. Donc au regard de ces conséquences, nous pensons qu'il n'y a pas de coup d'État salvateur. Il n'existe pas de coup d'État salvateur. Alors, que faut-il faire? Quelles sont les perspectives alors? D'où le troisième point. Au niveau des perspectives, nous avons évoqué une double perspective. Une double perspective qui doit conduire au régime des coups d'État. Comme nous l'avons mentionné, ce ne sont pas des solutions. Rester dans la logique des coups d'État salvateurs serait ici encourager les coups d'État. Or, il n'y a pas d'avenir dans un régime militaire. Il n'y a pas d'homme de la situation. Il doit y avoir un peuple qui prenne en main son destin. Le peuple doit travailler à se prémunir des coups d'État et au pire des cas, je dis bien au pire des cas, à annihiler ses effets dévastateurs. De manière conjoncturelle, de manière réaliste,
quand le peuple est confronté à un coup d'État déjà consommé, il faut une prise de responsabilité pour orienter les transitions dans le sens de la satisfaction des aspirations populaires. Il faut que le peuple ne baisse pas les bras pour laisser le régime faire ce qu'il veut. Si le peuple se donne pour boussole la démocratie et que malgré tout un coup d'État survient, qu'il n'a pas pu empêcher, comme c'est le cas dans la plupart des pays ouest-africains, il faudrait qu'il développe des stratégies pour contraindre les régimes de transition à respecter les droits fondamentaux des personnes, à garantir et à respecter la justice. Donc, il faudrait que le peuple joue ses fonctions ou mette en œuvre ses fonctions sociales de veille permanente, d'alerte et de contre-pouvoir. Et cela ne peut passer que par les organisations de la société civile et les syndicats que vous êtes. Et d'ailleurs, les militaires ont compris qu'un pouvoir militaire pur ne peut plus s'exercer parce que le peuple veille au grain et l'environnement international ne cautionne plus des régimes militaires purs. C'est pourquoi tout est fait de plus en plus pour restaurer a posteriori une forme de légalité avec le développement de ce qu'on observe depuis un certain temps de régime constitutionnel de crise. Et il faudrait savoir que le Burkina Faso a déjà expérimenté entre 1970 et 1974 un régime militaire constitutionnalisé avec l'article 108 de la Constitution qui prévoyait que le poste de chef d'État ou les fonctions de chef d'État soient dévolues aux militaires le plus ancien dans le grade le plus élevé. Donc on avait la constitutionnalisation d'un régime militaire. Pourquoi? Parce que l'armée estimait n'avoir pas terminé sa mission, mais avait aussi décidé en 1966 de rendre le pouvoir aux civils après 4 ans. Donc c'est un compromis qui a permis ici à l'armée de rester au pouvoir, mais dans une forme constitutionnalisée. Voilà. Nous avons aussi connu en 2014 une transition civilo-militaire dans laquelle on avait 3 acteurs, les forces de défense et de sécurité. On avait les organisations de la société civile et on avait aussi les partis politiques. Donc c'est la pratique actuellement des chartes de la transition. Bien entendu, c'est vrai qu'il faut les regretter, mais ça participe à encadrer les régimes militaires pour bien entendu éviter les dérives, pour qu'ils puissent être responsables de ce qui adviendra durant leur gestion. Donc ça c'est de manière conjoncturelle ce qu'il faut faire. Mais, comme nous le disons, il faut chercher des solutions structurelles. Les solutions structurelles, ce sont des solutions durables. De manière structurelle, il faut une transformation de la société en profondeur, notamment en instaurant une culture démocratique à tous les niveaux. Il s'agit ici de la mise en œuvre des principes fondamentaux de la démocratie qui pourraient être contextualisés sans pour autant détruire leur essence. Et dans ce cas de figure, les acteurs politiques, les acteurs de la société civile et le peuple doivent travailler à s'approprier la Constitution et la démocratie et d'en faire une application effective, et ce, sous le regard, bien entendu, d'un Conseil constitutionnel courageux qui ose faire face à ce qu'on appelle son devoir d'ingratitude, afin de jouer le rôle de garant de la Constitution. Et pour cela, comme nous l'avons mentionné, il faut l'émergence d'une culture démocratique citoyenne, capable de faire face non seulement aux vérités de confiscation du pouvoir, mais aussi aux mécanismes antidémocratiques d'accession au pouvoir. La démocratie, c'est vrai que c'est difficile à définir en tant que telle, mais il faut savoir que la démocratie, c'est un agir collectif, sous le contrôle de tous les membres de la collectivité et dans le respect des règles et des principes fondamentaux, comme les principes d'égalité, les principes de liberté dans ses différentes formes, la légalité avec son corollaire l'état de droit, le pluralisme qui nécessite ici une opposition crédible, qui nécessite des élections démocratiques pour l'accession au pouvoir
et le jeu de l'alternance au pouvoir. Et il faut savoir aussi que dans le cadre de cette culture démocratique, on ne peut pas évoquer la culture démocratique en mettant du moins de côté l'armée. Parce que par l'enracinement d'habitus démocratiques, les forces armées pourraient jouer cette fois-ci un rôle d'accompagnement des processus démocratiques plutôt qu'une mission de censeur armé de leur propre chef ou sur l'invitation d'autorités politiques. Si nous partageons avec Abraham Lincoln le fait que la démocratie est le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple, alors le sort des dirigeants reste entre les mains des citoyens et non entre les mains d'une armée aussi forte soit-elle. L'émergence d'une culture démocratique pourrait dès lors constituer un rempart contre les coups d'État. Il en résulterait des conditions favorables pour l'exercice d'un contrôle démocratique des forces armées, modèle du contrôle du reste adopté par la plupart des pays africains et qui n'est pas pratique. Il faut savoir que la démocratie ne s'octroie pas. La démocratie se conquiert. Cette conquête nécessite un investissement de tout un chacun, les élites politiques, les organisations, le peuple lui-même. Donc on ne peut pas faire le bonheur du peuple à sa place. C'est le peuple lui-même qui doit être au cœur de son bonheur. Le peuple doit prendre ses responsabilités. Pour citer un auteur qui disait ceci, je cite, « En Afrique, nous avons le malheur de penser que la démocratie nous tombera du ciel. Le vécu historique universel demande une telle vision des choses. Ce sont des centaines de milliers d'Européens et d'Américains qui ont versé leur sang pour arracher la liberté et la démocratie aux dirigeants plutocratiques. Une démocratie arrachée dans le feu de la lutte s'enracinera plus profondément qu'une démocratie octroyée. » Fin de citation. Pour terminer avec cette expression du professeur Ibriga, je cite, « Il n'y a pas de démocratie vivante sans une société civile forte. » La force de la société civile, qui doit être crédible et non opportuniste, réside surtout dans ses actions visant à forger des citoyens éclairés et responsables qui doivent contribuer, bien entendu ici, à réaliser leur mission de veille, leur mission de contre-pouvoir, et il faudrait que ces organisations de la société civile, et notamment les syndicats, soient aussi des cadres d'éducation politique et démocratique. Nous pensons que c'est dans une société où chaque membre, civil ou militaire, individuellement ou collectivement, joue le rôle qui est le sien dans l'édification de la démocratie qu'on fera barrage au coup d'État. Je vous remercie.